Eh bien, bonjour Lionel, bonsoir à tous. Il y a Bonsoir. un monde de fous ici à l'Eurotech Week. Ce sont tes fans qui sont venus et en En plus qui nombre, parlent très en fort. nombre. Oh là là, on peut même, c'est assez hallucinant. Je crois qu'on peut vous les montrer. Voilà, il y a beaucoup de monde. Alors il y a Gary Shapiro qui est passé. Nous avons aussi notre conseiller d'État au numérique, si je ne me trompe pas, mais je crois qu'on n'était pas encore arrivé. Enfin, beaucoup de monde ici sur cet event. Et donc notre live pour vous résumer cette première journée assez dense sur l'Eurotech et sur le CES en général, bien entendu. Oui, alors, avant d'attaquer la journée, vous pensez à vous abonner, c'est en bas, sur le côté, et puis vous pensez aussi à nous écouter en podcast. Donc oui, beaucoup d'événements aujourd'hui. Évidemment, c'est la première journée, elle commence à 10h pour ceux qui ont un petit peu de mal à se réveiller. Et puis la première influence, c'est après avoir récupéré son badge, visiter les Awards, les Innovation Awards, Totalement. les produits qui ont été primés et les produits qui ont été véritablement sélectionnés. Alors il y a eu énormément de choses, c'est vrai qu'aujourd'hui bien entendu les Awards, on a été à l'Eureka Park et puis bien entendu je crois que notre copain de la journée, même si on l'a vu relativement peu finalement, ça a été la pluie. Oui, alors c'était une pluie qui a transformé certaines rues de Las Vegas en petits torrents et puis en fait qui a été une petite mauvaise surprise pour ceux qui étaient au stand et au premier étage parce que finalement au-dessus c'est un toit terrasse et un toit terrasse comme d'habitude ça fuit. Voilà. Et en dessous qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait le stand de Google, entre autres. Et même la Poste. Il y avait le stand de nos amis qui de la Poste. Qui n'ont pas pu ouvrir demain. tout de suite. C'était quand même quelque chose d'assez marrant. Alors c'est vrai que sur ce CES, je pense qu'on peut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu quand même une très grosse présence française. Alors c'est parce qu'on a commencé par l'Eureka Park. Oui, c'est vrai, naturellement, mais le CES nous appartient. Enfin, on peut dire ça, cher Lionel, aujourd'hui, je pense. Oui, et donc quand on commence par l'Eureka Park, forcément, on arrive dans une allée qui traverse en diagonale et les premiers gros pôles que l'on voit, eh bien, c'est le pôle de Business France avec des tas de startups incubées. C'est le pôle de la Poste qui, cette année, a eu un stand beaucoup plus grand à l'Eureka Park. Également. Très grand. Oui. Mais on les verra demain. Demain, on passera les voir. Et donc beaucoup d'innovations et des innovations qui se trouvent dans certains secteurs que l'on avait déjà déclarés hier comme étant des secteurs attendus, des secteurs qui se trouvent autour de la santé. C'est vrai que tout ce qui est santé ressort beaucoup. Alors on parle beaucoup de santé, c'est vrai sur ce CES. Alors on en parlait avec un ami à très juste titre en préparation de cette vidéo. C'est vrai qu'il y a un phénomène qui se dégage beaucoup, c'est que tout ce qui va tourner autour du sommeil est sorti un petit peu de son contexte. Sleep Tech, on en reparlera également, puisque finalement santé connectée, vie connectée, tout est connecté. On a eu beaucoup de belles rencontres aujourd'hui. Et donc à commencer, on reprend un petit peu notre note. Alors bon, on ne vous parlera pas de la rééducation du périnée, effectivement, qu'on a trouvé excessivement intéressant. La smart rééducation qui était quelque chose d'absolument intéressant. On fera peut-être un focus spécial là-dessus, mais en l'occurrence, effectivement, on va peut-être commencer par parler. Ça t'a beaucoup plu parce que d'ailleurs, on en a. Alors, pour vous la petite histoire, on a rencontré beaucoup de ces personnes-là, donc on vous mettra en vidéo, sur d'autres vidéos, les interviews de leur pitch et de la manière dont ils nous ont présenté toutes leurs innovations et leurs concepts, ce qui nous permettra de ne pas faire durer ce live plus longtemps, parce que c'est vrai que les longues vidéos sont toujours compliquées à lire, on le comprend, donc on a fait des interviews. Cette société, c'est Virtuose. Alors Virtuose, c'est en fait une société qui est au cœur de la société Engie. C'est une société qui déploie un business autour du bâtiment connecté et du bâtiment intelligent. Le bâtiment intelligent, c'est quoi ? C'est comment faire qu'un bâtiment qui, dans son entretien, va coûter une certaine somme. Demain, la ville sera bien plus intelligente. Évoluer, alors elle que le sera bâtiment, connectée, lui, est là pour durable et agréable à vivre. En même temps, voilà. Elle verra donc, surtout émerger on un voit nouveau très bien type de bâtiment. Un bâtiment comme celui-ci. Plus performant, il maîtrise toutes ses consommations et est capable d'identifier toute anomalie et gisement d'économie. Services de coûts, de trafic, d'occupation des locaux, etc. et de sécurité. Eh bien, eux, ils arrivent avec des solutions transverses. Eux, leur métier initial, c'est l'énergie. Et ils sont sortis de ces 10%, qui est la case de l'énergie, pour aller vers des métiers beaucoup plus transverses qui vont permettre, avec des capteurs, de renseigner à la fois les bailleurs, à la fois les propriétaires, à la fois les ingénieurs, et à la fois toutes les sociétés qui font qu'un bâtiment puisse évoluer. Donc ça, c'est quelque chose on parle finalement presque d'une DMP, d'une Data Management Platform pour les bâtiments et les smart buildings. Exactement. C'est tout à fait ce qu'il fallait dire. C'était le mot juste, la
data management. La substance même de ce qu'il fallait rapporter. Oui, en gros, j'ai parlé pendant 10 minutes et c'est juste un mot qu'il fallait dire. Mais non, parce que c'est bien d'expliquer aussi. Je veux dire, il y a un moment, on rencontre des gens. On a quand même une chance inouïe. On est sur le meilleur event quasiment de la tech. Des gens absolument sympathiques. Enfin, on rencontre plein de personnes. Je dirais que c'est vrai que tout le monde est disponible, tout le monde est open. Alors c'est le premier jour, donc je vous raconte pas parce que le 5e, quand vous aurez marché 14 km jour, c'est un petit peu plus dur. Oui, et bien on quitte Engie, mais on reste malgré tout dans un service, plutôt une machine qui fait un petit clin d'œil à George Lucas et qui va bien servir à certains lieux publics. Ça s'appelle le R3D3. Alors là, ce n'est pas un remake de la Guerre des Étoiles. C'est une véritable machine qui compacte vos ordures ménagères. Alors principalement aujourd'hui, c'est notamment des canettes, on va avoir des gobelets, on va avoir des bouteilles plastiques, on va avoir pas mal de sujets, de produits qui peuvent rentrer à l'intérieur et qui vont totalement compacter tout ça à l'intérieur. C'est assez intéressant, enfin en tout cas l'expérience est assez intéressante. Vous mettez, il y a une petite lumière qui tourne, je dirais que côté expérience utilisateur, en tout cas c'est assez fun. Et on a discuté, donc on vous mettra en interview toutes les rencontres que l'on a faites, puisque la créatrice de cette société, la fondatrice de cette société est assez effectivement intéressante. Dans les propos sont assez intéressants sur le sujet, et ce pourquoi elle était là, vous l'expliquera directement en interview. Et puis on était surtout dans une thématique que la ville de demain, elle se veut plus propre, et bien autant pouvoir réduire la taille des déchets. Et là, bien ça sûr, le fait efficacement, tout en calculant tout ce qui est ingéré et en recrachant de la data aux utilisateurs. Donc derrière, il y a de l'analyse, effectivement, ce qui est intéressant sur la consommation notamment des ordures ménagères. Alors il y a aussi un autre sujet on a rencontré le fondateur qui est incubé par Engie et qui s'appelle Groovestone. Alors ça, c'est un sujet qui est très intéressant. Engie, on en reparle puisqu'on en a parlé déjà il y a 2 minutes. On en reparle, on est sur l'énergie et là, on est sur la lumière, et donc la lumière ou des appareils électriques, mais essentiellement la lumière. Alors ça marche comme ça, vous avez une application, comme vous voyez à l'écran, un petit dongle, et puis vous avez votre qui se positionne entre votre prise électrique et votre lumière. Et puis sur votre smartphone, votre application va pouvoir piloter ce qui se passe entre le courant électrique et votre lampe. Et bien plus vous vous approchez d'une lumière, d'une ampoule, plus celle-ci va s'éclairer, plus vous vous en éloignez, plus elle va s'éteindre. Et exactement. Les économies d'énergie, on va dire la promesse d'économie d'énergie, pourrait être entre 10, 15, voire même 20%. Alors exactement. Évidemment, ceux qui allument toutes les lumières chez eux parce qu'ils se croient à Versailles, comme dit le bon proverbe, peut-être qu'eux vont faire 30 ou 40% d'économie d'énergie. Mais en tout cas, c'est multi-utilisateur, multi-user. On peut paramétrer des comptes, c'est ce qu'il nous a expliqué. Et avec des priorités, les parents peuvent éteindre donc plus sur les parents, voilà. Et puis je propose d'ailleurs que les parents aient un droit total sur les enfants, ce qui fait que si les enfants bougent pendant la nuit et que leur smartphone bouge pendant la nuit, quand ils viennent vous voir directement dans votre lit, et comme ça au moins vous éclairez pas la lumière, vous êtes tranquille. Voilà, ça pourrait être un scénario pour les 4-6 ans. Ça va changer du Rémi de l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez. Non, je rigole, de toute façon, mes enfants me rejoignent. L'autre chose qu'on avait vue, effectivement, qui était intéressante, c'était la réalité augmentée, notamment Timescope. Alors, on a une petite photo, je crois. Voilà, Timescope, il faut que tu... Ah oui, c'est une petite photo. C'est un... Voilà, c'est une installation, on a même une petite vidéo. C'est une installation donc, qui se règle en hauteur, mais totalement. Tu vas peut-être mieux en parler, c'est installé dans des lieux de mémoire, dans des lieux publics, dans des lieux touristiques. Ce qui est intéressant, comme tu le dis, c'est justement ce côté, notre histoire véritable, parce qu'il y a des vrais scénarios qui sont construits au travers de problématiques pour expliquer notamment le passé d'un lieu, tout simplement. Et ce qui se passe est assez simple, c'est que ces personnes, on pourrait dire de la réalité augmentée, c'est de la réalité augmentée ou c'est de la réalité virtuelle. Donc on fait de la 3D, on l'applique à une technologie et c'est simple. Eux, leur particularité sur Timescope, c'est que ce sont véritablement des historiens. Donc ils vont travailler sur la véracité de l'image qui est proposée, de la véracité des propos de l'époque, une véritable contextualisation. Et là, on peut avoir véritablement une utilisation de cette réalité virtuelle ou réalité augmentée dans des lieux qui sont fréquentés par le public, sur des installations qui sont résistantes à l'agression du public. Cette société contrôle de A à Z la fabrication du hard comme la fabrication des contenus médias. C'est quelque chose qui est tout à fait original. Ça fait 2 ans qu'ils existent. Exactement. Ils en ont déjà installé un certain nombre. Ils sont déjà rentables. Oui, une vingtaine. Ils sont déjà rentables, nous disent-ils. Et ils ont en plus beaucoup d'autres projets de développement. Évidemment, ces bornes, elles sont reliées. Elles sont upgradables à 4G, distance. avec un modem 4G à distance. Voilà. Et donc, upgradables en 4G, ça veut dire que votre lieu,
alors quand je dis un lieu de mémoire, ça peut être un lieu touristique, hein, évidemment, va vivre un certain nombre d'épisodes qui vont pouvoir s'enrichir au fur et à mesure de son exploitation. Totalement. Et les utilisateurs, enfin les propriétaires même de ces bornes, ou les locataires de ces bornes, parce qu'ils doivent avoir plusieurs formules, on n'est pas rentré dans le détail, on n'est pas leurs commerciaux, mais les propriétaires de ces bornes vont pouvoir avoir par le biais de Timescope des remontées data sur quels ont été les épisodes, quelles ont été les vidéos, quels ont été les environnements qui ont été le plus visionnés, pendant combien de temps, un petit peu comme Netflix le fait traditionnellement avec nous. Plein de sujets d'ailleurs, ils nous disaient qu'ils arrivaient à passer environ 400 personnes par jour sur chaque borne, ce qui laisse, parce qu'on se posait la question de la scalabilité, de la rentabilité du système. Et effectivement, en ce qui les concerne en tout cas, par ailleurs, tout se passe bien. C'est super. En tout cas, en ce qui concerne la réalité virtuelle dont on pourrait dire sur plein de sujets, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y a autre chose qu'on a testé, et je pense que, alors on n'a pas de visuel là-dessus, mais on va vous l'expliquer parce qu'on en a parlé dans une précédente vidéo, c'est Mars. Alors c'est pas... voilà, non, t'avais déjà fait la blague. Non, mais quand même. Mais c'est reparti. Voilà. Oh, c'est fin. Oh, Lionel. Donc Mars, on a été les tester, parce qu'évidemment, ils ont eu... Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est ces intra-auriculaires qu'on met dans l'oreille et qui permettent une traduction entre deux personnes. C'est ça. Chacun a son intra-auriculaire, donc un chacun. Moi, je parle dans ma langue, il parle dans sa langue, et c'est traduit réciproquement et vice-versa. Donc on a été les voir parce d'abord ils ont eu un Innovation Award. Ils n'ont pas été que sélectionnés. Bien sûr. Ils avaient déjà été sélectionnés en 2016 avec une précédente version. Et là on s'est dit, ça y est, le produit est mature, il faut aller l'essayer. Et tu l'as essayé. Et je l'ai essayé. Et là, retour d'expérience. Alors, déjà, premièrement, pour tous ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir draguer en boîte. Alors, détrompez-vous, si vous n'avez pas de réseau, ça ne fonctionne pas. C'était plein de promesses quand on l'a vu. Un peu ça déçu passe par le quand même, smartphone, globalement. Toujours, Mais c'est vrai que la traduction, vous le verrez, Lionel a fait une vidéo qu'on vous passera dans un autre live. C'est vrai que globalement, ça fonctionne. C'est pas non plus la panacée de la traduction réelle comme on pourrait l'avoir dans le film Heure, avec ces intraoculaires qu'on a et puis bim, qui font la traduction quasiment instantanément. C'est plein de promesses, il y a de nouveaux usages qui se développent. Pour autant, c'est vrai que là, globalement, on est un peu resté sur notre faim. Oui, alors c'est vrai que le réseau au cœur de l'Eureka Park, c'est pas vraiment le top du top en termes de diffusion, en termes de fluidité, mais ça mettait quand même un certain temps à s'afficher en termes de traduction. On n'est pas sûr que notre interlocuteur, parce qu'il devait avoir son oreillette, son intra-auriculaire réglé en anglais, comprenait vraiment les questions qu'on lui posait. Voilà. Alors soit la traduction était mauvaise, soit nous, on avait mal exprimé notre pensée en français. Non, mais c'était très clair pour moi. En tout cas, moi, c'était clair, j'avais compris la question. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est plein de promesses, mais ils ne sont pas les seuls à promettre ce genre de système. Totalement. Et je suis persuadé que bientôt, on a dit que là, pour supprimer le smartphone, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Il y a encore un petit peu de temps. La dépendance au smartphone est un vrai sujet. Voilà, mais un peu d'intra-auriculaire qui comprend avec un assistant vocal ce que vous dites, plus des lunettes en réalité augmentée, tout ça avec très peu de batterie, et puis de l'eye tracking. Moi, je vois pas. Toutes ces innovations, on les rassemble et puis on retire le smartphone. Écoute, on verra. En tout cas, il y a beaucoup de sujets là-dessus, mais je pense que on pourra se poser la question même du libre arbitre derrière dans une autre vidéo. Enfin, la dernière qu'on a été voir, c'est Linto. Alors, on vous passe la vidéo, je vais la rechercher. Tac, alors Linto, c'est quoi? Linto, c'est un assistant personnel. Alors, au départ, quand on les a vus, on s'est dit, encore quelque chose qui va être connecté à Alexa, etc. Oui, ou d'autres. Oui. Ou d'autres, bon. Et globalement, ce qui est intéressant avec Linto, c'est un assistant personnel plutôt orienté B2B. C'est l'image un peu d'un Alexa, d'un Google Home. Vous allez pouvoir le poser directement dans votre bureau. Et grâce à cela, en fait, il va comprendre son environnement. Alors, on va pouvoir lui dire, est-ce que tu peux me réserver une réunion? Est-ce que tu peux prendre des notes et me faire la synthèse? Voilà. Faire comment s'appelle, la liste de présence. C'est bien là. Te couper, mais si tu peux, cher Lionel, mais si tu parles comme ça, il fait la même chose que les autres. Il fait la même chose que les autres. Alors, sa particularité à lui, mais tu me relances sur un sujet hautement passionnant, hautement. On dirait qu'il imite Léon Zitrone pour les plus anciens d'entre vous qui regardaient cette vidéo. J'ai connu, mais pas. Voilà. D'ailleurs, il habitait le Valois pour la petite. Enfin, je ne vais pas trop faire l'histoire. Et donc, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'en fait, ils sont totalement indépendants. C'est-à-dire qu'au niveau de la data, vous êtes véritablement secure. Alors, déjà, il y a 30 commandes qui peuvent ne pas être connectées à un serveur ni à Internet. Voilà, c'est-à-dire que vous avez 30 sujets traités par rapport par rapport au métier de votre entreprise et au métier que développe votre entreprise et à ses services. Vous avez 30 fonctionnalités qui, évidemment, peuvent être interprétées par des milliers de requêtes. Totalement. Mais ces 30 finalités
qui reste entièrement au cœur de l'entreprise. Exactement. Et ça, c'est déjà en place. Donc vous dites, quel est par exemple l'état de ma trésorerie aujourd'hui, c'est une donnée confidentielle, vous avez besoin de sécurité. Qu'est-ce qui se passe là dans ces cas-là? On l'enregistre par défaut dans la machine, c'est autoporté et elle-même, sans se connecter à Internet et en se connectant directement à votre serveur, va être en mesure de délivrer l'information. Donc cette protection de data, cette problématique de la gouvernance, on en a beaucoup parlé, on en parlera encore, puisque c'est un vrai sujet aujourd'hui sur l'IoT. On résume rapidement quand même, cette société existe depuis 18 ans. Totalement, c'est pas des petits jeunes. Et ils travaillent toujours en open source. Exactement. Voilà. Alors là, en plus, le device fonctionnait, le POC fonctionnait sur un Raspberry Pi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Donc, tu veux intervenir? Christophe arrive ici pour une interview. Maintenant, super. On tient encore 2 minutes. Il arrive. On va accueillir. Alors, déjà, on a accueilli. On peut le dire. On va vous montrer la photo. On a accueilli Gary Shapiro il y a quelques minutes avant. On a pu avoir un échange avec lui, court, bref, un instant. On vous enverra la photo. Alors Gary Shapiro, c'est Gary Shapiro, c'est the big superstar of the CES, parce que ça en est tout simplement le big boss, quelqu'un effectivement d'absolument passionnant, et quand il vous balance une phrase comme ça sur la tech, vous avez toute la profondeur qui est à l'intérieur. En tout cas, c'était vraiment il est belle venu rapidement. Voilà. On a eu le temps de prendre une petite photo et de discuter. C'était vraiment un moment sympa ici sur l'Eurotech. Merci Christophe. Et donc, pour cette opportunité. Nous annoncer et là, on vient de nous annoncer que Christophe va arriver. Christophe qu'on attend ici pour qu'il nous parle un petit peu aussi de ce qu'il fait, parce que c'est une grosse soirée. Mais il vient avec quelqu'un d'important aussi. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est la surprise. C'est la surprise. Pour l'instant, nous, on est dans les papiers. Il faut qu'on meuble. On est dans. Alors nous, pour l'instant, on essaye de. Sinon, on a vu d'autres choses intéressantes. Non, on essaye de conclure déjà sur cette journée. Oui, alors c'était quoi cette journée? La pluie. Ok, on l'a retenu. C'était la pluie et c'était une journée smart. En fait, on a eu l'impression de redécouvrir beaucoup de produits et beaucoup de services qui étaient déjà à l'initiative l'année dernière, qui sont un peu plus finalisés aujourd'hui, ou qui intègrent un petit peu plus un écosystème, ou qui deviennent un peu plus matures. Et franchement, cette journée, elle était vraiment sous le Think Smart. Alors, on n'a pas parlé de tout ce qu'on a vu parce que parce qu'on aurait pu parler effectivement du Romy aussi, qui était intéressant sur tout ce qui était. Alors, les cosmétiques. C'est vrai qu'on fera un épisode spécial cosmétique parce on essaiera. On a 3 jours. On a que 3 jours, mais on passe. Déjà, on dort pas. Mais c'est vraiment quelque chose de super. La cosmétique. Alors, Romy a sorti une deuxième version. C'est pour ça qu'ils sont sur le Reka Park aussi cette année. Ils sont revenus avec une V2, une machine beaucoup plus petite, beaucoup plus compacte, et qui permet effectivement de délivrer des soins. C'est-à-dire qu'en fonction de paramètres que vous allez récupérer au travers de votre application mobile, vous allez être en mesure tout simplement de paramétrer. Voilà, si vous avez peut-être trop fumé, en fonction de votre teint de peau, en fonction de si vous êtes sorti, tous ces éléments en fonction de votre Google Calendar, de votre podomètre, de votre monde connecté vont remonter dans cette application Romy et vont être en mesure de vous prédire, de vous proposer, pas de vous prédire, un soin cosmétique qui est propre à votre besoin à l'instant T. C'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Selon l'occupation de votre journée. Donc il y a 3 paramètres que vous pouvez rentrer, enfin 3 typologies de crème de base, c'est ça? En fait, non, il y a plusieurs paramètres et eux sortent jusqu'à 3 typologies de crème qui vont se mélanger, et je crois qu'ils en ont une dizaine de typologies différentes. Alors, très bien. On est excessivement décontracté ici sur l'Eurotech Week avec 2 invités prestigieux, Mounir d'un côté et de l'autre, effectivement, Christophe, qui est l'organisateur de cette semaine extrêmement sympathique. Alors finalement, c'est quoi aujourd'hui la présence française sur un CES? C'est de plus en plus important. Où est-ce qu'on va finalement? Écoutez, cette année, il n'y a jamais eu autant de startups au CES. Il y a des gens qui ont dit qu'il y en avait trop, moi je ne crois pas qu'il y en ait trop. La raison pour laquelle il y en a beaucoup cette année, plus de 300, c'est parce qu'on n'a jamais autant eu de startups qui ont été créées en France ces dernières années, et on n'a jamais eu autant de startups qui sont devenues matures avec des produits prêts à être vendus à l'international. La raison pour laquelle on vient au CES, c'est parce qu'on a un produit à vendre. Et ça a été le dialogue et le message avec toutes ces startups, c'est comment on vend aux Américains, comment on vend aux Asiatiques, comment on vend sur des nouveaux continents. Et c'est intéressant. Il y en a un ce matin qui me disait dans la Health Tech, c'est intéressant de voir à quoi ça ressemble un grand acheteur de réseau américain sur les Health Tech, parce que ça ne ressemble pas à ce que j'avais en Europe. Donc ça fait changer son pitch, ça fait changer la manière qu'on a de raconter son produit et son service, et ça c'est génial. Aujourd'hui on a des entreprises, des startups innovantes en France qui n'ont jamais été aussi innovantes, basées sur des technologies aussi importantes, rares. Il y avait des produits qui étaient présentés ce matin où il n'y a pas encore de concurrence dans le monde. C'est la première fois qu'on a ce type de produit. Et ça, ça s'accompagne d'un mouvement en France, un mouvement national d'animation des pôles French Tech, où on a de plus en plus d'expertise qui se développe, de deep tech qui viennent irriguer l'entrepreneuriat français. Ça, c'est rare et ça, c'est très beau. Et des lieux comme l'Eurotech Week, des lieux de networking, est-ce que ça peut encore plus dynamiser la collaboration entre les Français et puis après s'ouvrir à l'extérieur? C'est essentiel.
dans la philosophie même de la French Tech et qui s'est développée avec le monde, il y a cette idée de collaboration, d'entraide. Alors, à la fois dans les métropoles et dans les territoires en France, mais aussi à l'étranger. Et tous les événements de l'Eurotech Week qui participent à faire naître, vivre ce sentiment d'entraide, de fraternité entre les entrepreneurs d'innovation, et ben ça c'est des événements qui créent de la valeur. Parce que un qui a déjà essayé un marché, qui raconte à l'autre comment il a eu des échecs, eu des expériences administratives complexes, eu des expériences de collaboration économique complexes, bah ça aide un autre à avancer. Mais les succès aussi. Raconter comment on a fait les États-Unis état après état, développer, trouver un distributeur. Comprendre les spécificités d'un marché, c'est essentiel. Et tout ce qui permet de partager, c'est important. Et puis, il y a un truc plus léger, mais qui est essentiel, c'est que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a aussi une psychologie personnelle, qui a aussi ses moments de fatigue, qui a aussi ses moments de doute, et que quand on se retrouve entre plein de gens et qu'on se redonne un peu de force, et ben, quand on est un peu dans le down de l'entrepreneur, ça donne beaucoup de bien de pouvoir se relancer ensemble. C'est évident, ces moments de partage, et aussi ces moments, on en parlait juste en préparant les quelques questions, autour des femmes, et notamment la soirée Women in Tech que tu avais organisée l'année dernière. Tu peux peut-être nous en dire 2 mots ? Alors on réitère effectivement la soirée Women in Tech, c'est pour nous une occasion de parler de diversité, de mettre en avant la présence féminine au sein des développements, au sein du métier du digital, parce que c'est très très important aujourd'hui de pouvoir partager ces expériences, comme le dit Mounir, elles viennent de partout. Elles sont internationales. Aujourd'hui, on voit que l'Afrique est en plein essor. On a des femmes qui aujourd'hui aussi dynamisent l'Afrique. Je vais la citer, Nora Touré, qui a organisé un collectif et qui était l'année dernière. Cette année, on a mis à contribution un certain nombre de femmes d'Europe, des États-Unis. Donc je vous invite à participer ou à suivre en tout cas cette Women in Tech qui aura lieu sur cette nouvelle édition de l'Eurotech Week. Voilà, ça aurait... Quelle soirée ? Le vendredi. C'est vendredi soir. Voilà, vendredi 12 pour clore le CES. Et tout le monde est toujours bienvenu chez nous. C'est collaboratif, c'est amical. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à vous. Et bonne soirée. Bye bye. Au revoir. Eh bien, nous revoilà avec un autre invité. Décidément, ce soir, on n'arrête pas. On a beaucoup de chance. Aujourd'hui, non, maintenant, on ne dort plus aussi. Yes. Quelque chose de très intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé ces 3 à 4 dernières semaines dans toute l'actualité, dans beaucoup de médias, tout ce qui tournait autour de la Deep Tech. Et donc on accueille Reza de la société Webstone qui va nous en parler puisque vous êtes un spécialiste des études dans ce domaine ou particulièrement pointu sur la Deep Tech ou plus généralement dans les études, et aujourd'hui vous venez nous parler de la Deep Tech. Absolument, effectivement on est un cabinet de conseil et on a regardé le sujet Deep Tech avec grand intérêt parce qu'on a constaté cet été que les investissements en Europe dans les Deep Tech avaient pour la première fois dépassé les investissements dans les startups plus traditionnelles, les startups du monde du digital. Donc ça nous a interpellés, on a décidé d'interviewer un panel très large d'investisseurs de VC dans le monde entier, donc en Europe, aux États-Unis, en Chine et autres pays, pour comprendre cette dynamique européenne et quelque part situer la France dans un panel d'une quinzaine de pays à la fois européens, mais également les États-Unis, Israël, la Chine, l'Inde et autres. Alors par rapport à ça, on est où ? Écoutez, la France s'en sort vraiment très bien. Déjà, 2 conclusions majeures de l'étude. Cette dynamique européenne dans les deep tech est largement confirmée. Il y a plusieurs pays européens qui sont considérés par les investisseurs comme des destinations phares en matière d'investissement dans les deep tech. Et la France bénéficie d'un positionnement particulièrement intéressant. Plus de 61% des investisseurs interrogés classent la France dans ce panel dans le top 5 de leurs priorités. 88% des investisseurs estiment que la croissance dans les deep tech en France sera bien plus forte que dans le reste des pays européens. Il y a un talent et des infrastructures qui sont en place et ces qualités sont assez grandement reconnues. Donc on a une qualité d'infrastructure, mais finalement on a aussi une qualité de talent, puisque vous venez de le dire, et on entend souvent que nos talents partent à l'étranger. On connaît nos chercheurs en intelligence artificielle qui font la grande joie de Facebook, etc. Et aujourd'hui, les investisseurs sont capables de faire retenir ces talents. C'est ce que vous observez dans cette étude ? C'est ce qu'on observe. Il y a 2 phénomènes en réalité. Il y a un phénomène qui est effectivement la dynamique globalement entrepreneuriale en France, Station F et autres, qui est très très forte ces 2-3 dernières années. Fait en sorte que les talents français trouvent une motivation nouvelle à rester en France. Je vous donne un exemple. On a interrogé le patron de l'INRIA qui nous disait que sur ces 3 dernières années, le nombre de chercheurs de l'INRIA qui quittent l'Institut pour se lancer dans l'entrepreneuriat a doublé. C'est quand même phénoménal. Et effectivement, là où jusqu'en 2015, il y avait une sorte de fuite des cerveaux vers la Silicon Valley et et la Grande-Bretagne et d'autres pays, il y a une inversion de tendance
parce que la réussite française s'exprime et il y a un cercle vertueux qui se met en place. Un cercle vertueux qui peut-être continue avec les élections, bien sûr, avec l'ambiance. Avec tout ce qui peut tourner autour de... Effectivement. Vous analysez dans les chiffres. C'est ce qu'on voit dans les chiffres, ce qu'on voit à travers les interviews. Donc, je vous ai parlé d'une centaine d'investisseurs à l'échelle mondiale qu'on a interviewés, mais on a engagé des discussions avec énormément d'entrepreneurs, d'experts, de spécialistes. Et c'est très palpable. Ça ressort assez directement et à la fois dans les chiffres et de manière plus qualitative dans les discussions. Alors, une question qu'on ne s'est quand même pas posée et qui permettra peut-être de conclure ce mot, mais pour ceux qui ne connaissent pas le mot-clé Deep Tech, oui. C'est quoi en une phrase? Parce qu'effectivement, globalement dans la tech, tout le monde sait à peu près de quoi on parle, mais Deep Tech, pour quelqu'un qui ne connaît pas, en une phrase, c'est quoi? Deep Tech, c'est quand la start-up ou la société développe vraiment une nouvelle technologie. C'est pas juste de rupture, c'est pas j'utilise une technologie comme le GPS pour faire la géolocalisation. Non, je développe vraiment une nouvelle technologie. Par exemple, ça peut être dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça peut être dans les nanotechnologies, ça peut être dans la biotech. Voilà, il y a dans l'IoT. Donc c'est vraiment de rupture. Et ça fait des startups qui ont une spécificité très intéressante, qui est que le cœur de la valeur ajoutée s'appuie sur un différenciateur technologique souvent protégé par des brevets. Là, on le sait tous, les startups tech, leur grand différenciateur, c'est leur capacité à disséminer à très grande vitesse leurs produits et services sur un marché très large. Et voilà, donc on termine cette soirée, cet épisode. La soirée continue parce qu'après il faut faire une partie du montage, il y a quelques incrustations qu'on n'avait pas calées. Et puis la surprise, vous l'avez eu, voilà, vous avez eu quelques mots des personnes que l'on ne présente plus aujourd'hui sur ce CES. Et puis bien entendu, on va se retrouver très rapidement pour de nouveaux épisodes, puisque dès demain on est en conférence à 7h45. Alors pour nous c'est demain matin, pour vous ça sera demain en fin d'après-midi. Alors on reparlera de petites choses que l'on a évoquées ce soir, on reparlera sûrement d'autres petites choses que l'on aura lues, entendues, parce que encore une fois la soirée continue, les rencontres continuent et ça sera plutôt très sympa. Donc on vous donne rendez-vous très vite, peut-être sur un certain nombre de lives Facebook dès demain en fin de journée. Tout au long de la journée. Et puis sinon, après demain matin, et bien dans 24 heures, une nouvelle série de petits reportages, une nouvelle série de petites brèves autour du numérique, au CES et du digital. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, on s'est bien marré aujourd'hui, on s'est vraiment éclaté, il y a eu beaucoup d'innovations. On vous parlera également de Cambridge Consultants parce qu'on est allé les voir. Forcément, Altran oblige, j'y suis allé. Et donc, ne m'oblige pas, j'y suis allé par plaisir et croyez-moi, les projets étaient à la hauteur de nos espérances. De toute façon, on vous en parlera directement. Voilà, très bonne soirée à tous et on se retrouve dès demain matin pour une conférence, 7h45 Las Vegas. Ce qui fera en France, j'en sais rien, je préfère pas calculer. Alors, c'était pas bonne soirée, c'était bonne journée, mais c'est pas grave, c'est nous qui faisons. C'est plus rondé. Voilà, allez, salut à tous, bye bye.